Bonsoir à toutes et tous, merci de votre présence. Nous allons voter le budget de l'année, donc un moment particulier avant d'engager toutes les dépenses. Avant de rentrer dans l'ordre du jour, je voulais juste remercier l'ensemble des habitants de Châteaubourg qui se mobilisent en ce moment pour l'accueil d'Ukrainiens. On savait que notre ville était une ville accueillante et souvent capable de se mobiliser sur des actions. Et là, c'est encore le cas avec des familles qui se sont spontanément proposées pour accueillir, avec déjà 3 familles d'arrivée sur la commune, avec des écoles, des enseignants qui s'adaptent pour accueillir et scolariser des enfants, avec des gens qui donnent un vélo, qui s'organisent et c'est plutôt agréable en tout cas quand on est maire de Châteaubourg de voir tous ces élans de solidarité et j'espère que ça va durer. Voilà, on a potentiellement d'autres familles qui pourraient arriver. Voilà, quelques contacts qui sont en cours. Je sais que Catherine, tu as prévu de réunir, autour d'un goûter, on va essayer de réunir toutes ces familles, les gens qui se sont proposés, aussi de réunir ceux qui ont envie de faire des actions pour leur expliquer ce que ça engage et aussi les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans le cadre d'accueil. Donc voilà, on essaye aussi de trouver des personnes pour aider dans tout ce qui est traduction et accompagnement au niveau de l'apprentissage du français. Mais c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir un réseau associatif qui se mobilise et puis des gens bienveillants. Donc voilà, c'est plutôt agréable. Parfois dans un contexte national où certains discours nous ramènent vers de la haine. J'aime bien voir ça, en tout cas à Châteaubourg, donc pourvu que ça dure. Voilà pour cette petite introduction. Donc j'ai 2 pouvoirs, si je ne me trompe pas, puisque j'ai Hubert Lebalch, toujours un peu coincé, qui va revenir, ça va mieux, mais bon, il faut qu'il se repose encore un peu. Tout à fait. Donc il donne pouvoir à Daniel Deville, et donc on a Sabrina qui te donne pouvoir, Marie-Christine, et je crois que c'est tout sur les pouvoirs. Il me faut donc un secrétaire, une secrétaire de séance. Ah, voilà, c'était Catherine, très bien, merci beaucoup. Je vous propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 22 février. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Merci beaucoup. Vous avez un état des lieux des décisions qui ont été prises par moi-même. Donc un devis païen ELEC pour l'installation d'une borne de recharge de véhicules électriques donc au niveau de la mairie. Un devis pour l'achat de 2008 pour notre directrice générale des services qui a échangé son Scénic en 2008, et des tests de perméabilité pour un montant de 9 045 €. Donc là, c'est des tests dans le cadre de la ZAC, des sondages d'ailleurs qui ont eu lieu. Il s'était d'ailleurs trompé de champ le premier jour. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Sauf quand l'agriculteur vous appelle pour vous dire « Mais que font ces messieurs dans mon champ ?» Je ne sais pas. Ils se sont tout simplement trompés de champ. Très bien. Des questions, des remarques? Merci beaucoup. EHPAD Sainte-Marie. Donc, désignation d'un représentant de la commune. Donc, vous savez que il y avait Alain Thierry notamment qui nous représentait régulièrement, mais là c'était même pas au titre de la commune d'ailleurs, et Sophie qui avait été désignée, et donc il faut désigner un représentant, et donc Jean-Paul qui est là-bas, s'est proposé pour être conseiller municipal. Donc c'est vrai qu'il faut du temps en journée, et Jean-Paul a la chance d'être un jeune retraité, donc il pourra suivre de près et nous remonter les informations, sachant que l'EHPAD Sainte-Marie a des gros projets de restructuration. Donc c'est important qu'on suive tout ça, puisqu'on sera sans doute, d'ailleurs, c'est pas ce soir qu'on vote la garantie d'emprunt, je crois pas, mais bon, on sera sans doute, on sera sollicité, on en a échangé, mais pour des garanties d'emprunt, donc c'est important de suivre l'évolution, et on mesure la chance que nous avons d'avoir un EHPAD associatif. Voilà,
quand on écoute un peu l'actualité et qu'on voit certaines dérives parfois dans des EHPAD privés, on peut se dire que voilà, même si tout n'est pas parfait, hein, et voilà, on peut toujours s'améliorer, mais d'avoir un EHPAD associatif à la fois dans les prix, le coût à la journée, c'est moindre que dans des EHPAD privés. Et en plus, on sait que voilà, il y a ce côté associatif, le fait qu'il y ait un conseil d'administration avec des habitants de Châteaubourg, avec des élus, ça nous permet quand même de suivre un peu tout ce qui se passe à l'EHPAD. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que ce soit Jean-Paul ou quelqu'un souhaite se présenter? Non, donc vous acceptez que Jean-Paul soit notre représentant. Merci pour lui et félicitations Jean-Paul. État des indemnités. Ah oui, c'était Aude. Excusez-moi, j'étais parti. Merci, monsieur le maire. État des indemnités des élus 2021. Donc attention, vous avez cette annexe jointe dans votre recueil. Il s'agit bien évidemment des indemnités 2021 avec les adjoints de l'époque et les conseillers délégués de l'époque, les indemnités inhérentes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. C'est une information, donc il n'y a pas de vote. Donc je continue. Comité technique et CHSCT, représentant de la collectivité. Donc là, on est aussi sur une modification des représentants, si je ne me trompe pas. Hein. Alors, il faut que je ne me trompe pas. Voilà. Donc titulaire et suppléant. Donc Aude, Christelle, Jean-Paul Cadieux en délégué titulaire, Daniel Deville, Catherine Leclerc, Bertrand David, Daniel Cochery en tant que délégué suppléant. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup. Accroissement temps. Oh, je repasse la parole à Aude. Merci beaucoup. Comme chaque année, on nous demande de prendre une délibération pour un accroissement temporaire d'activité et ou un accroissement saisonnier d'activité. Donc, catégorie par catégorie, il faut envoyer le nombre d'agents susceptibles d'être impactés par l'accroissement. Et donc nous les avons listés. Vous avez cette liste en annexe. Bien évidemment, ce n'est qu'une possibilité. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit d'excéder ce nombre. Mais en revanche, nous avons le droit de ne pas piocher dedans, bien évidemment. Comme l'année dernière, nous n'avions pioché que pour ce qui concernait l'ADL. Voilà. Merci beaucoup. Des questions, des remarques? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci. Et je passe la parole à Bertrand pour le budget qui commence. Hein? On met les ratios, oui. Non, on les avait déjà passés. Oui. Oui. Donc les ratios, on va vous présenter quelques ratios, mais je crois qu'on vous les avait déjà présentés au débat d'orientation budgétaire. Donc on compare avec des communes de 5 000 à 10 000 habitants. En dépenses de fonctionnement, on a 887 € pour 977. Donc ça montre qu'on maîtrise nos dépenses de fonctionnement. En recettes de fonctionnement, 1106 € pour 1174 €. Donc on a un peu moins de recettes, mais bon, on est quand même dans la moyenne. Recettes fiscales, 753 € pour 808 €. Donc on a un petit peu moins de recettes que la moyenne. En impôts locaux, 316 € pour 507 €. Là, on est plus faible, ça veut dire qu'on a une pression fiscale moins importante. Dotation et participation, 203 € pour 244 €. Là, c'est pareil, on est un petit peu plus faible. Épargne brute, on est quasiment au même niveau, 192 € pour 197 €. Les dépenses d'équipement brut hors dette, 467 €. Donc ça veut dire que là, par contre, on investit plus que la moyenne, à 303 €. En cours de dette, 456 € pour 812 €. Alors là, effectivement, on n'a pas beaucoup de dettes et on le voit dans le délai de désendettement de 2,4 ans pour, en fait, des moyennes à 4,1 ans et certaines vont jusqu'à 7 ans. Donc là, on va passer au budget annexe, les comptes administratifs 2021. Budget des primes verts, on a un déficit de 116 709,61 €.
Ça, c'était dû aux cellules commerciales. Voilà, cherchez le mot cellule. Cellules commerciales. ZAC multisite. Donc là, c'est pareil, on a un déficit de 353 987 euros. Ben là, c'est parce qu'on vient de la lancer. Et donc, effectivement, on a beaucoup investi avant d'avoir des retours. Et pas de recettes. Et pas de recettes, oui, effectivement. La Bretonnière, elle a un excédent de 709 454,21 euros. Donc là, la Bretonnière, on arrive sur la fin on pourra peut-être clôturer en 2023. 2024. Le Plessis-Beuchet, on a un excédent de 155 288,14 euros. Donc là, on arrive aussi sur la fin. Le RPE, c'était RIPAM avant, maintenant c'est le relais petite enfance. Donc on a un résultat de clôture de 7 241,95 et on aura des restes à réaliser en dépenses de 4 296. Donc ça, on a en fait un excédent de 2 945,95 euros. Le budget gendarmerie, on a 70 181,08 € en excédent et on a un reste à réaliser en dépenses de 13 545,81 €. Donc on a un excédent final de 56 635,27 €. Et au total, on a un excédent de 453 626,86 €. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce budget annexe? Non, bon, c'est assez clair, assez simple. Donc la ZAC, c'est normal qu'on soit en déficit pour l'instant, puisque là, on engage des frais d'études, de rachat de terrain, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de recettes. Et il reste toujours un peu plus de 700 000 euros d'excédent sur le budget bretonnière, donc qui permettront aussi de faire des travaux le moment venu, quand on aura fini tout le gros œuvre dans ce coin-là et qu'on est sûr que les voiries seront pas abîmées, etc. Donc il y a encore de quoi faire un certain nombre de travaux. Et voilà, donc on va clôturer les primes verts sur le budget qui est là et le Plessis-Beuchet, donc le moins 116 et le plus 155, ce qui devrait s'annuler à quelque chose près. Donc là, on va passer aux dépenses de gestion courante. Donc ce sont les grands postes. Alors sur les charges à caractère général, donc en 2021, parce qu'on est sur le... Ah oui, c'est 2. On s'en fout. Donc sur les charges à caractère général, le 011, on a 1 931 664 €, j'arrondis. Sur les charges de personnel, le 012, on a 3 791 926 €. Sur les atténuations de produits, le 014, on a 64 748 €. 749, pardon. Sur les autres charges de gestion courante, le 65, 659 037 €. Donc, ça fait en tout, là, 6 447 375 €, qui représente 88,4% de l'ensemble des dépenses. Donc, c'est vraiment les Alors, c'est vrai qu'on a l'impression là d'avoir une hausse assez importante des frais de personnel, mais il ne faut pas oublier qu'en 2020, c'était le confinement. Donc, on avait eu une baisse en fait de nos dépenses de frais de personnel, notamment parce qu'il y avait le centre de loisirs qui n'avait pas ouvert, etc. Donc on était plutôt à 3,6 millions, on était redescendu à 3 529 000, et donc là forcément on remonte très fortement, mais je dirais qu'il faudrait limite comparer ce chiffre-là plutôt avec le niveau qu'on avait en 2019, sachant qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup, s'il y a eu le recrutement de Manon, mais on n'est pas encore en année pleine ici. Mais globalement, de toute façon, sans recrutement, juste l'évolution des carrières et l'augmentation des salaires, c'est 100 000 € par an qu'on prend minimum sans avoir fait un seul recrutement. Donc vous voyez, 3,6 millions, on aurait dû être à 3,7 millions ici et quasiment 3,8 millions ici. La logique
sans Covid, hors Covid et hors confinement aurait dû nous amener à avoir 3,6, 3,7 et quasiment 3,8 ici. Mais donc là, on a eu une descente ici. Et ça s'est retrouvé aussi sur certaines dépenses qu'on n'a pas eu dans les charges à caractère général, des dépenses de sortie, autres, enfin voilà, de non-consommation qu'on a pu avoir entre les deux budgets. Des questions par rapport aux dépenses? Très bien, merci beaucoup. Donc il faut des recettes si on a des dépenses. Donc les recettes de gestion courante, le 0,13, donc atténuation de charges pour 67 983 euros. Le 70, produits, services, domaines et ventes divers, donc 605 728 euros. Le 73, impôts et taxes, 5 575 862. Le 74, dotation et participation, 1 499 329 euros. Le 75, autres produits de gestion courante pour 229 177 euros, soit un global de 7 978,80 euros, qui représente 80,35% du total, auquel on rajoutera effectivement les produits exceptionnels 203 958 et les reprises de provisions semi-budgétaires pour 1 650 000. Et on arrivera là à 9 832 038. Donc là, on a un changement qui est quand même assez important, puisque vous voyez qu'on a une baisse de nos impôts locaux, puisqu'on est passé de 6 100 000 à 5 575 000. C'est la réforme de Macron, notamment sur la taxe foncière des locaux industriels. Donc on a 700 000 euros, et voir dans le budget que vous allez voter tout à l'heure, c'est 800 000 euros en fait, d'impôts locaux qui ne sont plus payés par nos entreprises et qui nous sont désormais reversés sous forme de dotation de l'État. Donc ces 800 000 euros ne sont plus soumis au taux. C'est important aussi, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a une augmentation des taux, ces 800 000 euros-là ne sont plus dans nos bases, mais sont en dotation, donc nous n'évolueront plus autant. Et donc c'est vrai que on a une très forte baisse de nos impôts locaux. Aujourd'hui, on a plus de dotations, on dépend plus de l'État, entre guillemets. Donc tant que l'État les maintient, ces dotations, je dirais que ça ne pose pas de souci. Mais on sait que parfois, sous certains gouvernements, il y a des dotations qui sont rognées. Je vous rappelle, sur le gouvernement de François Hollande, là, quand on est arrivé, on a perdu quasiment 500 000 euros de dotation par an. Donc aujourd'hui, tant que c'est maintenu, c'est bien, mais l'inconvénient des dotations, c'est que parfois, pour faire des économies, l'État décide de diminuer ses dotations. Donc, et on n'a plus de pouvoir de taux sur cette partie-là. Donc c'est assez important, hein, le fait qu'on ait beaucoup de gros bâtiments industriels, logistiques et autres. Il y a une grosse partie de notre foncier bâti qui provient en fait de l'activité économique. Et donc on a eu, en effet, on est une des communes avec un basculement en dotation qui a été relativement important par rapport au nombre d'habitants. C'est l'histoire de Châteaubourg, hein, tant mieux pour nous, puisque c'est notre richesse aussi, ce développement économique. Mais c'est vrai que ce sera la particularité du budget que vous allez voter tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez voter un budget, si vous l'acceptez, où on va monter les taux, mais où on va baisser les recettes des impôts locaux. C'est un peu inédit quand même de se dire, on monte les taux, mais on baisse nos recettes. Et c'est lié en fait à cette réforme, au fait que les entreprises aujourd'hui ont un gain d'impôts locaux de 800 000 euros. Alors, je n'ai pas le détail entreprise par entreprise, et puis je ne le communiquerai pas, puisque c'est quand même assez confidentiel. Mais ça veut bien dire que les impôts locaux ont baissé pour nos entreprises cette année. Donc c'est une bonne nouvelle aussi pour la compétitivité de nos entreprises. Et je rappelle que la taxe d'habitation les taxes d'habitation qui ne sont plus payées à Châteaubourg, ça représente 1,2 million d'euros aujourd'hui d'impôts locaux qui ne sont plus payés non plus par nos habitants. Donc vous voyez, c'est 2 millions d'impôts locaux, 800 000 d'entreprises, 1,2 million de taxes d'habitation qui aujourd'hui ne sont plus payées sur notre territoire et qui nous sont reversées d'une autre façon. Des questions?
Et il y a aussi, vous pouvez vous demander pourquoi on est passé de 711 à 229 ici. Souvenez-vous, c'était le versement des 500 000 euros d'excédent de la Bretonnière, qui avait fait un peu débat l'année dernière. Donc voilà. Donc ils sont, vous les retrouvez ici. Donc cette année, on les a pas pris. Et c'est les 700 000 que vous avez vus tout à l'heure. Vous savez, qui restaient dans les excédents du budget de la Bretonnière. Donc voilà. On les avait pris en 2020, on les a pas pris en 2021. Et puis on attendra un peu, parce que pour l'instant, on n'a pas forcément besoin. Mais donc voilà, c'est l'explication de cette différence-là. Des questions? On continue. Alors, l'exécution du budget. Donc, pour l'exercice en section de fonctionnement, 7 292 009. En recettes, 9 928 836 euros. En section d'investissement, 4 300 en dépenses, pardon, je me suis trompé tout à l'heure. En dépenses, 4 331 016,50 euros. En recettes, 5 664 000 euros, 5 664 763,79 euros. Le report de l'exercice N-1, donc en section de fonctionnement, en recette, on a un excédent de 942 786,59 euros. Et en section d'investissement, on avait un déficit de 257 219,46 euros. Donc au total, en dépenses, 11 880 245,32 euros. En recettes, 16 536 386,71 euros. Dans les restes à réaliser, en section d'investissement, 2 595 881,66. En recettes, en reste à réaliser, 339 488,47 euros. Donc en résultat cumulé, en section de fonctionnement, 7 292 009,36 euros. En recettes, 10 871 622,92 euros. Et en section d'investissement, 7 millions en dépenses, 7 184 117,62 euros. Et en recettes, 6 millions 4 252 000,26. Dur. 6 millions 4 000, oui, pardon, 252. Non, mais avec c'est normal. Oui. Donc, au global, en dépenses, on a 14 476 126,98 euros. Et en recettes, on a 16 875 euros, 875,18. Donc, ce qui nous dégage un résultat de 2 399 749 qu'on va retrouver après. Non. Donc, donc on retrouve nos 2 399 748,20 euros, c'est très bien, sur lesquels il faudra enlever les restes à réaliser en recettes et en dépenses qui sont au-dessus, 339 488,17 euros. Et en dépenses, en restes à réaliser, 2 595 880,66 euros. Et donc, on aura à ce moment-là un déficit d'investissement de 1 179 000 euros, 1 179 000 euros 865. On va y arriver. Tu vas y arriver. Voilà, qu'on sera obligé de combler. Voilà. Oui, il faut que je sorte, moi, c'est ça? Bon, je vais sortir. Ah oui, pour les deux, ça va. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Donc tout va bien. On est dans la lignée de ce qu'on a débattu dans le débat d'orientation budgétaire. Bon, voilà, on n'a pas de souci majeur. Maintenant, comme vous le savez, vous avez acté le fait qu'on ait un programme d'investissement ambitieux. Donc forcément, les réserves vont diminuer petit à petit. Mais ça, c'est la logique. On n'est pas là forcément pour avoir des réserves aussi importantes.
Mais tout va bien. Beaucoup de villes aimeraient être dans notre cas. Mais bon, il y a un programme ambitieux, il y a des dépenses nouvelles qui arriveront et on va en parler tout à l'heure. Donc il faut rester prudent en matière de gestion. Je sors, vous votez tout ça? Allez. C'est même pas maintenant, encore. Parce que tu dois compte de gestion, tu peux rester. Oui. Il faut qu'il sorte sur les comptes de gestion, non? Il ne sort pas pour les comptes de gestion, c'est pareil. Oui. Bon, on démarre quand même par les comptes de gestion et on. Ouais. Oui. Donc, alors la délibération 58, budget annexe, approbation des comptes de gestion. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur les comptes de gestion 2021 des budgets annexes de la commune de Châteaubourg tenus par le comptable public, vu que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis en 2021 et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2021, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. Donc, il est proposé au conseil municipal de déclarer les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2021 par le comptable public qui n'appelle ni observation ni réserve de la part du conseil municipal et d'approuver les comptes de gestion 2021 des budgets annexes de la commune de Châteaubourg. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Ok, c'est parti. Donc, budget. Non, on n'a pas fini, on a encore. Donc, oui, mais après il y a les comptes administratifs. Après les comptes, il a voulu sortir. Bon. Donc là, on est toujours dans les comptes de gestion, mais pour le budget principal. Donc là, il est proposé au conseil municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le comptable public n'appelle ni observation ni réserve de la part du conseil municipal et d'approuver le compte de gestion du budget principal de la commune de Châteaubourg. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ok, donc c'est adopté. Donc là, on va désigner un président de séance pour l'approbation des comptes administratifs 2021 du budget principal et des budgets annexes. Donc, conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, le maire doit se retirer à l'occasion de l'approbation par le conseil municipal des comptes administratifs. Il est déjà parti. Il est donc proposé de désigner comme président de séance le deuxième adjoint au maire en charge du budget, M. Bertrand David. Donc il est proposé au conseil municipal de désigner comme président de séance Bertrand David. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Ok. Budget annexe, approbation des comptes administratifs 2021 et concordance avec les comptes de gestion. Donc l'exercice 2021 étant achevé, il convient d'approuver les comptes administratifs 2021 des budgets annexes de la commune et les comptes de gestion établis par le trésorier de la commune qui sont en tout point conformes aux comptes administratifs. Donc on vous a présenté les comptes. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les comptes administratifs 2021 des budgets annexes, de constater la stricte concordance entre les comptes administratifs 2021 et les comptes de gestion 2021 établis par le comptable des finances publiques. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est approuvé. Et alors, le budget principal. Comment? C'est pas fini. Et là, le budget principal de la commune, approbation du compte administratif 2021 et concordance avec le compte de gestion. Ah non, c'est bon. Comme pour les budgets assujettis à la TVA, il convient d'approuver le compte administratif 2021 du budget principal, ainsi que le compte de gestion établi par le comptable de la commune, qui est en tout point conforme au compte administratif. Et donc, le résultat global de clôture, comme on a vu tout à l'heure, 2 399 748 €, 20. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2021 du budget principal, de constater la stricte concordance entre le compte administratif 2021 et le compte de gestion 2021 établi par le comptable des finances publiques. Qui est contre?
Qui s'abstient? Donc c'est approuvé. Merci. Voilà. Donc, le maire peut revenir. Non, parce qu'après, ça va être les budgets 2022, donc le maire sera là. De quoi ? Pour 2022. C'est ça? Normalement, affectation du résultat. Affectation des résultats. D'accord. Ah oui, oui. Et avant, on fait pas la présentation des taux, on fait pas tout ça? Là, on est au budget annexe. Ah oui, vous êtes sur le budget annexe. D'accord. Ok. Donc, budget annexe relais petite enfance, c'est l'affectation des résultats 2021 au budget primitif 2022. Donc, il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2021 du budget annexe le relais petite enfance de 7 600,93 € de la manière suivante, en résultat de fonctionnement reporté pour 2 906,93 € et en excédent de fonctionnement capitalisé en 10,68, 4 800 €. Ça a été rectifié. Vous avez mis un rectificatif. Oui, tout à fait. En annexe. Donc c'est bien ces montants-là, 2 906,93 et 4 800 €. Des questions? Je mets au vote qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Gendarmerie. C'est 64. Est-ce qu'il est passé celui-là, moi? Hop là. Hop là, il arrive là. Alors, budget annexe gendarmerie. Donc, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2021 du budget annexe de gendarmerie de 130 148 €, 130 148 €, de la manière suivante: résultat de fonctionnement reporté, rien en fait, et excédent de fonctionnement capitalisé 130 148 €. Pourquoi 0 en reporté? Pourquoi 100% en capitalisation? Il n'y a pas besoin en fonctionnement, c'est pour l'investissement. Ça va permettre d'entretenir le bâtiment. Oui, mais il n'y a vraiment aucun besoin de fonctionnement? Ben non, parce qu'on a déjà un excellent fonctionnement. Vous voyez? Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Alors j'ai un additif numéro 2, c'est ça? Oui, le 65. J'ai la 83. La délibération 83, additif numéro 2, qui est avant. Il y a le 65 d'abord. Il y a le 65 avant. Ouais, pour... Non, c'est bien de faire l'affectation des résultats avant le vote. Enfin, peu importe. Le 65 normalement. Non. Comme vous voulez. Moi j'ai dans... Je préfère le... Oui, 65 après 64, on va faire. Sinon, je vais être perdu. Non, Donc, budget annexe, vote des budgets primitifs 2022. Suite au débat d'orientation budgétaire du 22 février 2022, il convient d'adopter les budgets primitifs des budgets annexes dont les montants pour 2022 sont les suivants. Donc, je vous donne le... Plessis-Beuchet, je vous donne le total, 207 852,28 €. ZAC Multisite, 4 786 683,96 €. Bretonnière, 864 903,23 €. Prime vert, 156 709,61 €. Relais petite enfance, 107 901,98 €. Gendarmerie, 306 448,08 €. Soit au global, 6 430 499,14 €.
Il est proposé au conseil municipal de voter les budgets primitifs 2022 des budgets annexes rattachés au budget principal tel que présenté ci-dessus. Donc sur la ZAC multisite, là on voit qu'on monte en puissance, hein, puisque forcément là on va attaquer la phase travaux. Donc vous voyez des montants assez importants qui seront pris en charge notamment par un emprunt relais. Hein, l'objectif c'est de vraiment isoler les dépenses de la ZAC multisite et de ne pas venir gréver, je dirais, le budget général, puisque à un moment donné il va y avoir beaucoup de recettes à arriver d'un coup, puisque quand on va commencer à vendre les terrains, et comme on ne doute pas de la rapidité de la commercialisation des terrains, on va vite récupérer en fait rapidement beaucoup de recettes. Et donc c'est pour ça qu'on peut partir sur un emprunt relais qui va être très court et qui va juste permettre de couvrir le début des travaux. Et ensuite, cet emprunt relais va être remboursé par la vente des terrains. Et l'ensemble des recettes permettra, bien sûr, de rembourser cet emprunt relais, mais surtout de faire l'ensemble des travaux et de dégager des capacités d'investissement, puisque je vous rappelle que la ZAC multisite va participer à hauteur de 800 000 euros à des dépenses d'investissement, puisqu'on peut participer dans le cadre d'un budget ZAC à des dépenses liées à l'augmentation de la population. Et donc on fléchera 800 000 euros de recettes liées à cette ZAC sur différents équipements dont on doit faire des travaux. Si je prends par exemple l'extension de l'école Charles de Gaulle, sera financée en partie par ce budget ZAC, ainsi que des équipements sportifs qui sont liés à l'augmentation du nombre d'habitants, du nombre d'enfants et donc d'utilisateurs de nos équipements. Des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Et donc là, on passe à la 83, c'est ça? Oui. Hein, puisqu'il y a un additif, il vous manquait une délibération. Avant de passer sur le budget et les taux d'imposition de la 66, on doit voter l'affectation des résultats, qui avait été oublié dans le premier jet d'ordre du jour que vous aviez eu. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que c'est un numéro 83 qui vient s'intercaler, mais avant qu'on vote le budget. Donc, vu le compte administratif 2021 du budget principal de la... Oui. Donc, vu que le compte administratif 2021 du budget principal de la commune présente un excédent de fonctionnement de 3 579 613,56 €, un déficit d'investissement reste à réaliser inclus de 1 179 865,36 €, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il convient donc de se prononcer sur l'affectation du résultat de fonctionnement excédentaire au budget primitif. Il est proposé donc au conseil municipal d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2021 du budget principal de la commune de la manière suivante. Résultat de fonctionnement reporté, donc 2 399 748,20 € et excédent de fonctionnement capitalisé 1 179 865,36 €. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe au vote des taux? Oui, tout à fait. Oui, j'y vais, je prends la parole. Alors, nous rentrons maintenant dans ce budget 2022 avec une première décision qui n'est pas neutre, puisque ça fait 11 ans que les taux n'ont pas bougé à Châteaubourg, que nous faisons partie des 10% des communes du département à ne pas avoir bougé les taux depuis plus de 10 ans. Et comme vous le savez, nous sommes confrontés à des nouvelles dépenses de fonctionnement et il nous faut donc réajuster nos recettes de fonctionnement. Alors c'est vrai qu'on pourrait ne pas le faire tout de suite quand on voit la trésorerie que l'on a. Maintenant, notre objectif, c'est quand même de garder de la capacité d'investissement et d'être en mesure de faire les 22 millions d'euros d'investissement qu'on a prévus sur les 5 prochaines années. Et si on veut garder notre capacité d'autofinancement et que pourtant on a 3 nouvelles dépenses, il faut qu'on augmente les impôts, je dirais, de façon équivalente à ces nouvelles dépenses. Quelles sont ces nouvelles dépenses? Il y a 3 nouvelles politiques publiques qu'il faut compenser. C'est l'entretien de nos espaces verts, de la voirie, des pistes cyclables,
Vous savez qu'on est passé en zéro phyto, donc ça nécessite aussi un peu plus de main-d'œuvre. Vous savez qu'on est en train de dérouler un plan vélo, qu'on a aussi la volonté d'augmenter notre budget voirie. Donc tout ça, forcément, ça a un coût en matière de fonctionnement. Ensuite, il y a une deuxième politique publique sur laquelle on va devoir aller, c'est la création de places en crèche, puisque vous savez qu'on est confronté à une baisse des assistantes maternelles et que d'ici 5 ans, c'est 60 places qu'il faut qu'on crée dans des structures collectives. Donc c'est 60 places qui va nous manquer dans 5 ans, puisque c'est l'arrêt en fait, d'assistantes maternelles qui ne seront vraisemblablement pas remplacées, sauf s'il y a une vocation qui démarre d'un coup, mais ça j'y crois moyen. Donc c'est 60 places qu'on va compenser en partie par des micro-crèches de structures privées, où là on n'intervient pas financièrement, mais qu'on compensera aussi en partie par la création de places en structure, alors privées mais aidées, accompagnées, ce qu'on appelle les places PSU. Et donc là, ce sera forcément un coût supplémentaire. On a déjà 16 berceaux en PSU qui nous coûtent, si je ne me trompe pas, 120 000 € à peu près, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est sans doute l'équivalent, au moins l'équivalent qu'il va falloir recréer, voire peut-être un peu plus. Et enfin, la troisième politique publique qui arrive, c'est l'accompagnement du vieillissement de notre population. Et forcément, à un moment donné, un recrutement pour accompagner l'animation, voilà, tout ce qui le maintien à domicile, et ça va aller de pair avec la volonté de développer des logements adaptés. Il y a un projet qui est dans les tuyaux, c'est le projet derrière la maison de retraite avec 17 logements avec le bailleur social Aiguillon. Je pense qu'on va aller sur d'autres projets de ce type-là. Et donc forcément, à un moment donné, il va nous falloir quelqu'un qui coordonne avec des dépenses de fonctionnement qui vont être rattachées à cette politique senior. Donc si on veut garder notre capacité d'autofinancement face à ces 3 nouvelles politiques publiques sur lesquelles on va accélérer, il nous faut monter les taux et je dirais revenir à ce qui se fait dans des communes un peu similaires comme Noyal-sur-Vilaine, comme Vitré. Et donc je vous propose de monter le taux à 36,90, ce qui correspond globalement à une recette annuelle de 300 000 € supplémentaires. La moitié sera payée par les propriétaires, donc c'est-à-dire aux alentours de 150 000 € par les propriétaires de maisons individuelles à Châteaubourg, enfin de logements individuels, je parle bien des propriétaires, parce que la taxe foncière est payée par les propriétaires, et globalement l'autre moitié sera supportée par les entreprises. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est une des particularités de Châteaubourg, c'est qu'une grosse partie, quasiment 50% de la taxe foncière est versée en fait par nos industriels, par nos locaux industriels. Donc ils ont eu une baisse de 800 000 €. On leur demande de reparticiper à hauteur de 150 000 €. Et nos habitants ont eu une suppression de la taxe d'habitation. 66% de nos habitants sont propriétaires. Donc vous voyez que... Voilà, mais je dirais que ça ne va pas toucher tous ceux qui sont locataires, ne seront pas impactés par cette mesure. Puisque c'est vraiment... et donc c'est une hausse de 150 000 €. Il y a 3 000 foyers. Ça veut dire qu'on est sur une hausse de 50 € de taxe foncière par an et par foyer. C'est globalement les chiffres qu'il faut retenir. Et donc ces 50 € ont largement été compensés par la suppression de la taxe d'habitation à hauteur de 1,2 million d'euros. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vous propose de voter quand même les taux, puisque après toute la déclinaison du budget finalement dépend de ce vote de taux, et on ne touche pas au foncier non bâti, qui est la partie qui touche le monde agricole notamment. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et donc ensuite, on passe au vote du budget primitif 2022. Donc, sur les budgets annexes, ça c'est fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est ça? Voilà, très bien, parfait. Et donc on passe au budget primitif. Donc sur les gestions courantes, qu'est-ce qui bouge? Ce qui bouge principalement, on reste quand même dans la lignée de ce qu'on a pu faire. Il y a quand même quelques évolutions, puisqu'il y a un poste supplémentaire qui est ouvert au service technique. Donc après, à revoir exactement la répartition. Mais c'est ce qui explique là où d'habitude, on aurait plutôt eu une augmentation
de 100 000 euros à peu près. Donc on devrait plutôt être à 3 836 000 euros, hein, j'arrondis. Là, on va être à 3 882 000 euros. Donc on a bien un poste supplémentaire qui est créé. Ensuite, on a essayé d'optimiser un petit peu toutes les dépenses. Donc merci à tout le travail qui a été fait par les adjoints, par les commissions, par Bertrand qui a épluché ligne par ligne avec Claire aussi, pour réussir à contenir au maximum, malgré des hausses de l'énergie. Alors je récapitulerai tout à l'heure un petit peu dans le à retenir, mais globalement, on a une hausse de l'énergie de 55 000 euros qu'on a prévu sur le budget. On a mis 24 000 euros supplémentaires sur les denrées alimentaires dans les cantines. Donc là, l'objectif, c'est plus de bio, plus de local. Voilà, donc ça. Alors, bon, c'est un budget qui a été fait qui a été fait avant les hausses possibles sur le blé et autres denrées alimentaires. Donc il y aura potentiellement un réajustement en fonction de ce qui va se passer. Pareil pour le prix de l'énergie. On a anticipé un peu, mais je pense qu'on aura un réajustement à faire en septembre là-dessus. Les services techniques, j'en ai parlé. Un poste supplémentaire. On a 25 000 euros de plus en assurance aussi. Et donc 100 000 euros qui est l'évolution classique de la masse salariale. Des questions sur les dépenses ? Très bien. Donc nous continuons. Au niveau des recettes, donc c'est là ce que je vous expliquais tout à l'heure, puisque vous venez de voter une hausse des taux, mais vous allez voter dans ce budget une baisse des recettes des impôts locaux. Voilà, c'est la spécificité, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, puisque en fait, une partie des impôts locaux ont basculé désormais en dotation, et donc le pouvoir de taux ne s'applique pas ici sur ces taux. Ensuite, ici, 964 000 euros, on a beaucoup de transactions, des ventes qui arrivent, qui ne sont pas passées sur le budget d'avant et qui vont passer ici, ce qui va nous permettre d'avoir des hausses. Et les 587 000 euros de produits de services, on est dans la lignée. Alors voilà, s'il n'y a pas de confinement, s'il n'y a pas de changement, si on retrouve des locations de salles à peu près équivalentes, on devrait, et des recettes de cantine et des recettes de garderie à peu près équivalentes, on devrait être dans la lignée de ce qu'on a ici. Et on a enlevé en effet le FPIC qui a été divisé par 2, donc je crois qu'on a fait moins 40 000 euros quand même sur le FPIC. Donc c'est du prévisionnel, on n'est pas sûr encore de tout, mais on anticipe, on préfère avoir des bonnes nouvelles. Ouais. Mais ça peut remonter, ça peut revenir, on ne sait pas. On verra. On verra bien. Je ne suis pas si certain. Mais bon, et en tout cas, on préfère l'enlever et avoir la bonne nouvelle de le retrouver que d'avoir l'effet inverse. Des questions par rapport à ça ? Non ? Très bien. Eh bien, on continue. Donc vous avez la vision globale avec le total budget, donc un budget total à 21 741 491,64 euros. Voilà, avec des dépenses de fonctionnement, des recettes. Bon, je vous détaille pas, vous avez tous les chiffres, vous les avez vus. On retrouve les restes à réaliser, 2 595 881 euros, avec les 339 488 euros de recettes aussi en restes à réaliser. Et donc ça nous fait une section d'investissement qui est très élevée. Alors on a volontairement mis dans le budget avancer certaines dépenses qui ne seront pas faites. Je pense par exemple au terrain synthétique qui est pris dans le budget. Comme on a une trésorerie un peu large, on a avancé certaines dépenses où on va seulement commencer les études. Donc on engage l'ensemble des dépenses, mais c'est vrai qu'on n'aura sans doute que la partie étude de cette partie-là. C'est normal, il y a eu un correctif. Oui. Claire. En fait,
dans l'ordre du jour qui vous avait été envoyé au départ, on n'avait pas prévu de délibération d'affectation des résultats du budget principal. Parce que quand on laisse les choses en fonctionnement, on n'a pas besoin de délibération. En fait, on s'est rendu compte à la fin qu'il y avait un déficit en fait, à combler. Voilà. Et en fait, c'est juste ça. C'est juste ça qui vient générer la différence. C'est tout. Donc on fera notamment sur les excédents des budgets annexes, comme on a fait cette année. S'il n'y a pas de besoin, on ne prend pas, on laisse l'argent dans les budgets annexes et ça servira au budget annexe le moment venu. Voilà. Mais on a volontairement avancé, puisqu'on a plutôt plus de trésorerie que pas assez. Donc il y a des investissements qui sont avancés, qu'on n'aurait pas mis, mais qui ne seront pas faits en fait. Donc on sait d'avance qu'on aura aussi des restes à réaliser qui seront importants du même ordre que ce qu'on a ici, puisqu'on a volontairement avancé sur les équipements sportifs des projets qui ne se réaliseront pas. Mais au moins l'argent est là, est engagé, et donc ça sera dans les restes à réaliser pour 2023. Si on prend les investissements principaux, donc, qu'est-ce qui est dans le budget? Donc, la construction de la médiathèque, bien entendu, on va la finir. Vous avez vu que les murs commençaient à sortir de terre. La création d'un pôle associatif avec la réhabilitation de la grange et ensuite l'intégration de la bibliothèque actuelle quand la médiathèque aura déménagé. Les terrains de tennis et de paddle et leur éclairage. Le lancement de la salle multisport. Donc là, c'est là où je vous disais, bon, on a mis 694 000 €. Je ne pense pas qu'on soit à ce niveau-là, puisqu'il n'y aura pas de démarrage des travaux. Hein. On aura juste, je pense qu'on démarrera juste les plans au deuxième semestre, donc on n'aura pas tout ça. Le terrain de foot synthétique, c'est pareil, il ne sera pas fait avant 2023, donc tout ça, ce sera dans des restes à réaliser, mais ça nous permet d'équilibrer en fait le budget. Rénovation de l'éclairage public, donc on va passer un certain nombre de quartiers, d'équipements dans les salles de sport et autres en éclairage LED. Donc là, il y a eu aussi une enveloppe assez conséquente qui ont été mises. On verra si on va jusque-là. La piste cyclable Château-Bourg-Domanier, 488 000 €. Alors elle est toujours ici pour l'instant. Il est possible que le département la prenne, je dirais, à sa charge. Donc là, on avait prévu en fait des dépenses et en face des subventions du département, finalement, ce sera peut-être directement des dépenses du département. Et donc, bon, ça change pas grand-chose pour nous, hein, je dirais. Mais on n'aura sans doute pas à supporter le suivi de chantier, etc. Puisque il y a de très grandes chances que le département soit maître d'ouvrage là-dessus. Notre plan vélo, on a remis 155 000 €. Hein, donc l'objectif, c'est tous les ans de mettre 155 000 €. Donc fois 5 ans. Plus après une passerelle pour aller vers Cervon, donc ce qui fait le budget global de 1 million d'euros qu'on a prévu sur le plan vélo. Pour information, la première phase n'est toujours pas terminée, donc ils sont encore en train de déployer. Ça avance, là il fait beau, là ils ont mis des équipes, donc là ça avance bien, mais c'est toujours pas fini. Donc on sera fini en avril. Acquisition d'un bâtiment afin de regrouper les associations œuvrant pour des actions de solidarité. Donc là l'objectif, c'est de regrouper un certain nombre d'associations, comme Entraide par exemple, mais pas que, dans un seul et même bâtiment pour essayer de mieux coordonner, déjà d'apporter, je dirais, un confort pour ces associations, mais aussi d'essayer de créer des passerelles et de monter des nouvelles politiques publiques sur l'action sociale, sur l'entraide. Donc voilà, on a identifié le bâtiment. On est en cours de négociation, ça devrait bien se passer et ça va vraiment permettre d'apporter un nouvel outil pour l'action sociale et l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on va travailler tout ce qui est épicerie sociale et solidaire, tout ce qui est recyclerie. Voilà, il y a tout un projet. Donc j'invite tous les élus intéressés par ce projet à se réunir dans un groupe de travail autour de Catherine, notamment pour commencer à réfléchir une fois qu'on aura la validation de l'acquisition du bâtiment. Et bien sûr, la rénovation et extension du groupe scolaire Charles de Gaulle. Donc là, on sera encore que en phase frais d'architecture, parce que les travaux ne démarreront vraiment que en 2023. On continue. Des questions? Non, pas de questions. Donc, à retenir ce que je vous disais, vous venez de voter une augmentation des taux, mais dans le même temps, vous venez de voter
une baisse des impôts locaux. Enfin, vous allez voter une baisse des impôts locaux. Sur les dépenses, une augmentation de 267 000 euros qui se ventile entre l'énergie 55 000 euros, 24 000 euros sur les denrées alimentaires, 65 000 euros pour les services techniques espaces verts. Donc ça comprend à la fois un poste supplémentaire, mais aussi une augmentation des externalisations de l'ordre de 25 000 euros, je crois, sur les espaces verts. Plus 25 000 sur les assurances et les 100 000 euros qui sont liés à l'évolution de la masse salariale en recrutement, ce dont je vous parlais tout à l'heure. J'arrondis involontairement, mais c'est pour que vous ayez vraiment les grands chiffres. Et ensuite, on retrouve l'ensemble des projets importants dont je viens vous parler et qui vont être faits dans le budget. Alors, il y a plein d'autres projets, hein, je pense au City Stade de Bron, je pense à d'autres aires de jeu, etc. Mais on ne va pas tout détailler ce soir. Tout ça, c'est bien budgété, hein, tout ce que vous avez vu en commission, ça a été inscrit. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter les projets importants et phares. Il y a du boulot, à la fois en logement, en ZAC multisite, en projet de construction collectif. Voilà, ça va être une année assez dense en permis de construire, on va dire ça comme ça, à la fois sur les projets de logement, mais aussi sur les projets de développement économique, puisqu'il y aura aussi la fin du centre commercial de l'entrée de ville, avec alors un démarrage des travaux qui devaient se faire au printemps, mais qui, pour toutes les raisons qu'on connaît en ce moment et les difficultés des entreprises, à la fois à trouver les matériaux, mais aussi la main-d'œuvre, le démarrage des travaux du centre commercial d'entrée de ville ne se fera qu'après l'été. Voilà, il va falloir patienter encore un petit peu, mais on a un décalage lié au contexte actuel, hein, que vous connaissez tous. Et puis, il y a des projets de bureaux tertiaires comme Toudou, des projets de commerce aussi qui vont se rénover et sans doute échanger aussi de destination. Il y a aussi des projets de développement économique quand vous êtes sur la sortie OC, portée par le groupe Blo, de requalification vraiment des vieux bâtiments qui sont ici. Donc ça va vraiment bouger beaucoup en matière à la fois de logement, de développement économique. Donc il y aura quelques grues dans Châteaubourg, plus nos projets à nous. Donc voilà, on rentre dans une période de chantier avec toutes les contraintes que ça peut avoir, mais c'est pour une ville qui en sortira encore plus attractive. Donc voilà, on démarre vraiment ce projet là qui va durer, on a 5 ans devant nous pour pas perdre de temps et avancer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça avant qu'on ne passe au vote du budget et des délibérations? Très bien, eh bien, écoutez, nous allons passer au vote du budget principal, délibération numéro 67, donc qui reprend rectifié, avec en effet les nouveaux montants, donc 21 741 491,64 euros en dépenses et en recettes pour l'équilibre, investissement et fonctionnement, la somme des deux. Je mets qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, le budget principal est donc adopté. C'est un bon moment. Alors, on va vous faire passer un certain nombre de parapheurs qui sont à signer. Voilà, ça a dû déjà commencer. Donc, merci de signer tout ça, c'est important. Et puis, nous passons à la délibération 68. Donc là, c'est pour un effacement de dette, une créance de 24,96 € au titre de prestation périscolaire est détenue par la commune de Châteaubourg. Et donc la personne en fait, on nous demande de... c'est un surendettement, donc on demande de prendre acte de l'effacement de cette dette d'un montant de 24,96 € et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Des questions ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Christelle, délibération 69. Alors là, c'est l'association Zélie de Coupella. Vous battez pas, hein, c'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Bon, Christelle avait signé. Bah, sauf si vous vous êtes mis d'accord pour l'inverse, hein, pas de souci. Donc,
Association Zélie de Coupéla, qui a formulé une demande de subvention auprès de la commune de Châteaubourg au titre de la location de la salle communale. Le total du montant sollicité était de 340 € TTC. La majorité des membres de la commission vie des écoles, enfance et parentalité ont émis un avis favorable au versement d'une subvention de 200 €. Et donc, on demande au conseil municipal d'approuver le versement de cette subvention de 200 € et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Des questions? Oui, Eric. L'association Zélie de Coupéla. Alors, c'est une association qui œuvre pour récolter des fonds et financer une école maternelle au Burkina Faso. Et un puits à côté, absolument. Donc c'était la personne qui a créé cette association travaillait dans nos écoles d'ailleurs. Voilà. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Lotissement d'habitat, 68 rue de Paris. Christelle. Donc, il appartient au conseil municipal de déterminer par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales et principalement celle à caractère de rue ou de place publique est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. Considérant la nécessité d'attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en sont dénués afin de faciliter le repérage au sein de la commune, et considérant les propositions de la commission communication ressources humaines de proposer le nom de l'ancien propriétaire du terrain, par ailleurs cofondateur des laboratoires Bio-Chêne-Vert, il est ainsi proposé de bien vouloir se prononcer sur la dénomination suivante concernant la voie créée au sein du lotissement accessible depuis la rue de Paris, impasse Yves Le Cerf. Le Cerf, pardon. Donc un bel exemple de densification de Bimbi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette dénomination? Donc c'était un très grand jardin qui réunissait la maison du papa qui était rue de Paris et la maison du fils qui était rue du Chêne-Vert. Et donc ils avaient un parc entre leurs deux maisons et donc ils ont décidé de densifier, notamment suite au décès du papa et de la vente de la maison au-dessus. C'est bon pour le nom? La bande verte, c'est piéton, tout à fait. Et poubelle, je ne sais pas. Très bonne question. Ça a été vu au moment du permis d'aménager. C'est qui le lotisseur? Non. Je ne sais. L'Oden. L'Oden Promotion. Je mets aux voix le nom de la rue. Hein. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Constitution d'un groupement de commande pour la ville et le CCAS. Merci beaucoup. Alors effectivement, l'idée là, c'est de constituer un groupement de commande pour l'entretien et la maintenance des chaudières, tant de la ville de Châteaubourg que du CCAS de Châteaubourg. Donc si vous en êtes d'accord, une convention sera mise en place et bien sûr pour ce groupe. Merci. Pour ce groupement, la ville sera à la manette, tant pour l'exécution que pour la réalisation. Est-ce que vous avez des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Délibération 72. Donc une convention signée donc avec pour les bornes électriques BA pour pouvoir avoir une carte et pouvoir recharger sur les bornes BA si besoin. Voilà. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Maison de l'enfance, je passe la parole à Eric. Délibération 73.
2001, pardon, portant sur un avenant au marché des travaux pour la construction de la maison de l'enfance. Il y a eu une erreur dans le numéro d'avenant concernant le lot de l'entreprise Caillot-Potin. Donc l'avenant concernait une plus-value d'un montant de 1 965 €, portant le marché à 110 992 €. Donc il n'y a rien de changé sur les montants, c'est simplement le numéro d'avenant qui n'était pas bon. Donc je vous propose de valider cette modification. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 74, donc on est sur le groupe scolaire Charles de Gaulle, dont je vous parlais tout à l'heure, rénovation et extension. Donc nous avions retenu le cabinet Louvel Architecture, donc on a commencé à travailler avec un certain nombre de personnes ici présentes. Vous aviez aussi travaillé sur le projet. Du coup, au vu des montants et des premières estimatifs, on a corriger, on va dire, un petit peu le projet. Et donc là, ce soir, il vous est proposé en fait d'affermir les différents montants et la mission de base et les missions complémentaires. Donc le cabinet Louvel, globalement, on a des travaux qui vont être un peu plus chers que prévu. Et donc le cabinet Louvel a adapté sa rémunération et son taux, notamment de rémunération, pour pouvoir rester dans quelque chose de raisonnable. Là où il avait plutôt 10%, il est descendu à 8 quelque chose, je crois, pour être aux montants qui sont indiqués et que vous avez ici. Donc il vous est proposé en fait de prendre un avenant d'affermissement des tranches optionnelles comprenant la mission de base de maîtrise d'œuvre pour un montant de 183 520 € hors taxe, les missions complémentaires avec le système de sécurité incendie, de synthèse, de calcul énergétique de l'existant, d'analyse du cycle de vie du bâtiment pour un montant de 18 500 € hors taxe. Donc ça c'est assez nouveau, tout ce qui est analyse du cycle de vie du bâtiment. C'est des choses qui sont liées à la nouvelle réglementation thermique, la RE 2020. Et donc maintenant, on doit regarder sur le cycle de vie du bâtiment les différents coûts qui vont être générés. Donc ça génère aussi au départ quelques coûts supplémentaires. Et donc ça nous fait un montant total de frais architectes et d'études de 202 000 € 020 hors taxe. Et donc on devrait avoir des premières esquisses courant avril, donc on vous montrera tout ça, sachant que bien sûr on est dans le périmètre immédiat de l'église et des bâtiments de France, donc il y aura forcément quelques allers-retours et quelques modifications. Des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, et nous sommes désormais propriétaires en fait du terrain de façon officielle, parce que j'ai signé l'acte notarié où il y a les vieux garages, vous savez, dans la continuité du parking de la mairie. Donc on a maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir envisager l'agrandissement de l'école Charles de Gaulle. Et c'est pour ça qu'on stationne des voitures pour l'instant là-bas, puisque maintenant on a le droit, donc ça permet de libérer quelques places supplémentaires pour le moment, mais si l'extension vient mordre dessus, forcément qu'on les reperdra. Et je passe la parole à Hubert, délibération 75, rue Jules Verne. Voilà, concernant des pénalités, effectivement, SRU, subvention au titre du PLH. Donc, pour rappel, effectivement, au titre de l'article 55 de la loi SRU, la commune de Châteaubourg a l'obligation de comptabiliser 20% de parcs de résidence principale en logements locatifs sociaux. Ceci n'étant pas le cas, donc la commune de Châteaubourg fait l'objet de pénalités. Et donc un petit rappel concernant donc ces pénalités par délibération donc le 15 décembre 2020, le conseil municipal donc a sollicité le reversement de pénalités à hauteur de 198 608,91 € qui correspond aux pénalités versées au titre des prélèvements 2017, 2018 et 2019. Le conseil communautaire de Vitré, donc Vitré Communauté, a acté des versements suivants. 106 000 € pour l'opération des résidences seniors à destination des seniors par Aiguillon Construction et 92 608,91 € pour les opérations de 22 logements réalisées par Néotoa au titre des moins-values foncières portées par la ville. Voilà, on les retrouve effectivement sur le projet, la projection, pardon, pour ce qui concerne donc ces projets. Le projet d'Aiguillon Construction, donc lui, a évolué. Il prévoit désormais pour la réalisation de 17 logements au lieu de 15 à destination des seniors, 9 logements en PLUS, 4 logements en PLAI et 4 logements en PLS.
Donc il est proposé au conseil municipal de solliciter Vitry Communauté pour un versement direct à Aiguillon Construction d'un montant alloué de 106 000 €. Alors par ailleurs, juste pour rappel également, l'opération en question peut prétendre à une subvention au titre du PLH de 4 000 € par logement PLUS et 6 000 € par logement PLAI. Donc il est proposé au conseil municipal de solliciter Vitry Communauté pour un versement direct de la subvention à Aiguillon Construction. Donc demander à Vitry Communauté le reversement direct de ces pénalités à hauteur de 106 000 € et de demander à Vitry Communauté le reversement direct à Aiguillon Construction de la subvention pour la production locative sociale d'un montant de 60 000 € au titre du PLH. On a les visuels. Voilà, donc on vous a mis un petit visuel 3D. Donc on est vraiment sur des logements sociaux. Hein. On est, comme vous l'avez vu, si on revient sur le visuel juste avant. Ça va être vraiment comme ça. Oui, oui, ça va être comme ça. Oui, enfin après c'est un visuel 3D, hein, donc c'est toujours beaucoup plus joli. Donc vous voyez l'emplacement. Hein. On est la maison de retraite est ici. Donc on va venir se situer derrière la maison de retraite avec des espaces ici qui pourront être communs. On peut imaginer pourquoi pas des jardins partagés entre la maison de retraite et ce collectif. Et puis, alors, pourquoi on est si haut, hein, c'est vrai qu'on pourrait se dire mais pourquoi on n'est pas venu ici? L'objectif c'est de laisser aussi la possibilité peut-être un jour à la maison de retraite d'avoir un projet d'extension. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas venu se coller non plus à la maison de retraite, puisque si la maison de retraite devait agrandir, on garderait des possibilités, ce qui est important quand on sait ce qui nous attend en termes de vieillissement de la population. Donc un projet de 17 logements, et si jamais nous aussi on avait d'autres projets, vous voyez qu'on a aussi des réserves foncières, donc c'est pour ça que c'est intéressant, et on commence vraiment par se mettre dans un coin et pas en plein milieu pour pouvoir avoir justement dans les années qui viennent des possibilités d'évolution. On a essayé de limiter aussi au maximum l'impact sur les 3 maisons en fait qui sont ici. Donc c'est pour ça que le projet dans ses orientations a été aussi pensé comme ça. Voilà, et donc il y aura 17 logements et une salle commune. On est un peu sur le modèle de Bel Air hein, pour schématiser, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc on a une salle d'animation qui pourra être réservée quand vous avez de la famille, etc. et que vous souhaitez recevoir du monde ou faire des animations. Et c'est là où je vous disais que on va monter sans doute nous aussi en compétence sur l'accompagnement en termes d'animation au niveau de tout ça. Et on peut remettre le petit visuel 3D pour ceux qui l'ont pas bien vu. Il y en avait... Oui. Bon voilà. Une architecture assez simple, hein, mais on est sur du logement social, hein, donc on peut pas non plus... Ça a été pensé par quartier un petit peu hein, à l'intérieur. En fait, il y a différents quartiers. Voilà, donc avec des choses qui sont quand même très orientées, tournées vers la nature. C'est voilà, hein, on n'est pas. Ne regardez pas les finitions, hein, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais. Forcément, il y a aussi des ajustements avec le coût des matières en ce moment. En effet, Catherine confirme, il y a des belles surfaces, enfin, en tout cas pour ce type de logement. Ouais. Donc c'est bien du locatif hein, et du locatif social. Donc forcément, dans l'attribution, il y aura... on tiendra compte des revenus et comme je vous disais l'objectif aussi par exemple on sera amené à regarder notamment s'il y a un des deux du couple qui est à la maison de retraite, ça peut être un bon complément voilà, d'avoir le conjoint qui peut être justement juste à côté de la maison de retraite et l'objectif étant de travailler aussi des passerelles entre la maison de retraite et ce projet en termes d'animation, que les résidents puissent participer à des animations qui sont faites à la maison de retraite, voilà aussi en termes de portage de repas. Enfin, l'objectif c'est vraiment de travailler maintenant beaucoup de synergie. Donc le terrain a été donné par l'association Sainte-Marie. Hein, donc il faut refaire l'histoire puisque à l'origine la commune de Châteaubourg avait donné l'ensemble du foncier pour pouvoir faire la maison de retraite et donc là l'association Sainte-Marie nous a redonné, on va dire, et nous on va faire ce qu'on appelle un bail amphithéotique à Aiguillon Construction. Donc ça veut dire que Aiguillon Construction ne pourra pas changer la destination de cette résidence. Donc ça nous permet en fait d'être certains
que dans 20 ans, par exemple, ces appartements soient toujours des appartements locatifs sociaux à destination des personnes âgées. Voilà, c'est le système du bail emphytéotique, hein, donc on reste propriétaire entre guillemets du foncier, et Aiguillon Construction, donc c'est un bail emphytéotique long, hein, de 50 ans je crois, enfin je sais plus, mais au moins ça nous permet de garantir la destination de ce collectif. Des questions? Oui, Aude. Oui. Il est écrit dans la délibération qu'il y aurait donc 17 logements. Et la délibération porte sur la subvention, l'aide de subvention de Vitré Communauté. Donc là-dessus, rien à dire. Néanmoins, j'ai une question sur la destination. Est-ce que Aiguillon Construction sera tenu de maintenir la programmation, à savoir 9 logements PLUS, 4 logements PLAI, 4 logements PLS, ou est-ce qu'il pourra changer de programme? Parce que ma question a plusieurs tiroirs. On sait que les coûts en général vont augmenter pour Aiguillon Construction et tous ses concurrents. Donc il sera plus avantageux financièrement pour eux d'avoir davantage de PLUS, puisque ce sont les moins aidés. Les PLS les moins aidés, alors que les PLAI sont très aidés. Donc financièrement, ce sera plus intéressant pour eux. Voilà. Alors financièrement, les bailleurs préfèrent faire du PLS. Ils ont peut-être moins d'aide au départ, mais en fait les loyers sont plus élevés. Donc nous, c'est ce qu'on a contenu, c'est-à-dire qu'à l'origine, on était sur 15 appartements, donc on est monté à 17 appartements et on aura autorisé à faire que 4 PLS, c'est-à-dire on accepte des revenus un petit peu plus élevés, mais qui restent quand même sur des plafonds. Donc non, le programme, il est acté, c'est celui-ci, et l'aversement de notre subvention aussi est conditionné à cette truc. Alors, ça pourra bouger d'un ou deux. Enfin là, on va pas être. Voilà, moi, je suis pas non plus obtus. En effet, il y a des équilibres économiques à trouver, et peut-être qu'il y aura 5 PLS et 8 logements plus. Mais l'objectif, c'est quand même de rester et d'avoir notamment une majorité des logements qui soient destinés à des petits revenus et donc avec des petits loyers. Et donc vous voyez, c'est quand on dit qu'on paye des pénalités SRU, bon, l'avantage qu'on a quand même avec Vitré Communauté, c'est que Vitré Communauté nous reverse l'ensemble des pénalités qu'on verse. Donc on donne à Vitré, on paye à Vitreco nos pénalités SRU, mais ils nous sont reversés pour pouvoir justement monter des projets comme celui-ci. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. ZAC Multisite, Hubert. Oui. Je pense que ça vaut le coup quand même de s'appesantir un peu sur cette délibération. C'est un beau projet de la commune, on peut s'en enorgueillir. 17 logements neufs logement social à destination de nos seniors, c'est une belle réalisation 2022. En tout cas, c'est une belle signature 2022. Et faut en faire des caisses là-dessus. C'est bien, c'est bien. Tout à fait. Et il faut qu'on travaille sur un nouveau projet parce que ça suffira pas. Donc il faut, je pense qu'il faut qu'on regarde ailleurs, si on n'a pas une dent creuse, où on puisse refaire ce même type de projet, toujours avec du logement social. Ça nous permet de remonter aussi dans nos taux. Voilà, alors on monte, on grappille petit à petit, mais on arrivera à 20 un jour. Mais ouais, tout à fait. On verra. J'ai des idées. Allez, Hubert. Oui, on continue avec la ZAC Multisite et notamment les protocoles d'accord transactionnels. Donc on connaît tous un petit peu effectivement ce projet de l'ancienne gendarmerie. Alors je ne sais pas si on a un visuel concernant effectivement ce projet, mais juste pour rappeler effectivement que certains voisins avaient des craintes et donc avaient fait appel à un avocat. Les discussions ont bien évolué et puis suite à plusieurs rencontres, notamment avec Monsieur le maire, donc les requérants, donc un consensus a pu être trouvé pour la réalisation du futur bâtiment en question. Donc c'est le bâtiment B, celui qui est en bas là, si
sur la gauche. Donc les parties ont donc décidé de formaliser par l'intermédiaire de leur conseil, donc de leur avocat, leur concession réciproque dans le cadre d'un protocole transactionnel afin de trouver une issue amiable au litige. Donc il est prévu clairement avec un engagement de la commune de valider les distances et la volumétrie du projet. Et pour ce qui concerne les requérants, un engagement à ne pas introduire de recours pour excès de pouvoir à l'encontre du futur permis de construire, un engagement à ne pas introduire de recours indemnitaire à l'encontre de la commune suite à la délivrance du permis de construire, un engagement à ne pas demander une somme d'argent à titre de dommages et intérêts, et donc un engagement à se désister purement et simplement de l'instance en cours. Donc, suite à la présentation du sujet en commission de services techniques, urbanisme, travaux, du 30 novembre 2021 et du 1er février 2022, donc il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les projets de protocole et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents donc relatifs à ces échanges. Je ne sais plus qui disait qu'il faut mieux un bon compromis qu'un mauvais procès, mais voilà, on est là-dedans. Donc on passe beaucoup de temps à négocier. Alors on est quoi? On est sur des ouvertures qui donnent dans des jardins, on est sur des balcons qui donnent dans des jardins qu'on modifie, on est sur des distances par rapport à la clôture du riverain, sur des orientations, etc. Globalement, alors je ne vais pas vous montrer de visuel, et pour la presse, il sera présenté très prochainement, mais dès que les protocoles seront vraiment signés, puisque là, nous, on prend une délibération pour pouvoir le signer, mais on va quand même attendre que les personnes concernées aient bien signé le protocole et qu'on ait les feuilles sous les yeux pour pouvoir présenter officiellement ce projet à la presse et le rendre public. Mais voilà, donc ça va venir très prochainement. C'est notre nouveau métier en ce moment, puisque vous savez qu'on a beaucoup de projets de densification, de collectifs dans l'espace urbain, et donc forcément il y a toujours des riverains, et forcément il faut faire le tour des riverains du mieux qu'on peut, et que quand vous croyez d'un côté avoir réussi, eh ben c'est de l'autre côté que ça lâche, donc il faut retourner de l'autre côté, puisque vous modifiez de l'autre côté, ben ça plaît plus à celui qui était au départ d'accord. Donc voilà, c'est un peu, parfois il faut les voir ensemble, parfois il faut les voir séparément, puisque parfois même entre eux ils sont pas d'accord, mais ils osent pas se le dire. Donc voilà, c'est toutes ces subtilités-là de l'urbanisme et de la densification, mais c'est vrai qu'on change d'époque. C'est-à-dire l'époque où on prenait un champ, on faisait une route, on mettait des maisons, il n'y avait pas de voisins et c'était facile. Enfin, c'est clair, hein. La Bretonnière, la dernière tranche de la Bretonnière, c'était un champ. Voilà, on a fait des immeubles, etc. Mais tout était pensé dès le départ. Donc les gens ont acheté en connaissance de cause. Là, quand on vient faire des opérations de densification sur de l'urbain existant, et là, typiquement, vous voyez l'ex-gendarmerie, où on est, il y a des riverains. C'est beaucoup plus long. Il y a des recours. C'est de plus en plus facile aussi de prendre un avocat. Il faut se le dire. Maintenant, les gens ont plus peur. Tout le monde a accès aussi aujourd'hui aux règles d'urbanisme qui sont disponibles sur Internet, beaucoup plus facilement. Tout le monde a accès à notre PLU puisqu'il est en ligne, donc tout le monde peut aller voir les règles, etc. Donc c'est vrai que voilà, notre quotidien avec Hubert et puis surtout avec les services urbanisme, c'est de passer notre temps à recevoir les gens, à leur expliquer, à essayer de modifier et surtout de trouver les bons compromis. Parce que c'est vrai que sinon on part tout de suite, on perd 2 ans. Alors il y a un moment donné où le compromis n'est plus possible. Moi, c'est ce que je dis toujours aux riverains. Je dis le projet il va se faire. Donc à un moment donné, soit on trouve un compromis et ça sera à moindre mal. Soit à un moment donné on ira à un procès. Puis si vous perdez le procès, vous aurez sans doute pas ce que vous vouliez, et en plus vous risquez de verser des pénalités et des indemnités, puisque aujourd'hui, si on estime que le recours était abusif, un riverain peut aussi avoir à verser à la commune ou au promoteur des pénalités assez importantes. Donc voilà, c'est pas un jeu. Prendre un avocat pour faire un recours, c'est pas un jeu. Et si la commune décide d'aller au bout du procès, le riverain, il peut aussi perdre beaucoup. Donc voilà, on n'est pas dans cette optique-là, mais il faut s'adapter à chaque cas et au cas par cas. Et donc, voilà, c'est notre quotidien et c'est ce qu'on a là. Donc, on a réussi à se mettre d'accord sur un protocole avec des riverains. Donc, on vous propose de signer ce protocole d'accord. Des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup et je vous tiendrai au courant si on va jusqu'à la signature, puisque là, vous m'autorisez à signer. Maintenant, il faut que tout le monde signe.
On continue, ZAC de la Bretonnière, opération construction, les Novae. Oui, pour les rétrocessions. Je propose qu'on passe peut-être les 3 prochaines simultanément. Tout à fait. 77, 78, 79, c'est les mêmes. Même convention, en tous les cas, même disposition de rétrocession. Donc en fait, effectivement, on considère que les rétrocessions, alors qui concernent les terrassements, voiries, assainissement, eaux usées, eaux pluviales, réseau, éclairage public souterrain, fourreaux et chambres de tirage, réseau téléphonique et les espaces verts, signaldiques et mobilier urbain n'interviennent effectivement que 2 ans après la prise complète, la fin de garantie des végétaux, en rappelant également que considérant qu'afin d'assurer les missions de contrôle de l'opération, la commune portera sur chaque opération, à la charge de l'aménageur ou de l'association syndicale qui s'y substituera, ces frais d'intervention qui seront calculés au taux de 1% du montant hors taxe des travaux rétrocédés donc à la municipalité. Donc on vient de voir quels étaient les ouvrages qui étaient concédés. Donc suite à la présentation donc de ces différents sujets en commission urbanisme, développement local, urbanisme, énergie du 2 mars 2022, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les conditions de ces rétrocessions et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer de façon générale l'ensemble des documents contractuels relatifs à ce dossier. Voilà, on a quelques visuels effectivement sur les projets de rétrocession des espaces communs pour les Novae notamment, que l'on retrouve là sur l'écran. Tout le monde voit où c'est, on est dans la ZAC de la Bretonnière, vraiment au bout. Le dernier lot là, ouais, en bas. Donc que des maisons, c'est des maisons individuelles assez denses. Quand le projet est sorti, je trouvais les prix de vente élevés. Et finalement, aujourd'hui, ils sont même en dessous du marché. La Bourlière. Ouais. Là, derrière l'imprimerie. Dans un très bon quartier. Voilà, donc pour les trois lotissements, on propose effectivement de faire cette délibération. Classique, on récupère en effet l'éclairage, les espaces publics. Des questions? Oui, Aude. Sait-on, ou est-il possible de savoir, les kilomètres d'espace vert ou les kilomètres carrés d'espace vert rétrocédés sur ces 3 délibérations? Parce que qui dit rétrocession d'espace vert, bien entendu, dit entretien. Qui dit entretien, dit fonctionnement. Et de la main-d'œuvre. Le chiffrage aujourd'hui, on saura le calculer effectivement, à savoir effectivement si ce sont des paillages, des plantations, de la pelouse. Voilà, on n'est pas encore dans ce détail-là pour l'instant. Mais il n'y a pas, si tu regardes un peu les plans, en fait, il n'y a pas sur les Novae, c'est dans la ZAC de la Bretonnière, donc c'est les espaces verts de la Bretonnière, je dirais. Donc il n'y en aura pas plus. Là, il n'y a pas d'espace vert en plus. C'est essentiellement la voirie qu'on récupère et l'éclairage public. Ensuite, l'autre projet, il est dans la ZAC multisite, il est collé à la future ZAC multisite, donc les espaces verts communs seront ceux de la ZAC multisite. Donc là, il y a aussi quasiment rien en espace vert, et sachant qu'ici, on n'a que des champs, et là, après, c'est que des zones agricoles. Donc je dirais qu'il n'y a pas besoin d'espace vert plus que ça dans ce projet-là. Et le dernier, celui qui est là-haut, c'est pareil. Là, on est collé à l'imprimerie. Là, il y a tout un bois. Il y a tout un bois ici qui reste, qui existe déjà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'espace vert supplémentaire sur ces quartiers-là. Non mais voilà, il y a essentiellement de la voirie. Il n'y a pas d'aire de jeu, il n'y a pas de grand espace vert. Donc c'est pas des quartiers qui vont... Il y aura... alors les voiries, il y aura du rotofil, mais pas tant que ça finalement. Parce qu'elles sont pensées... Il n'y a pas de petite bordure granit comme à une époque. Mais oui, après, c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, plus qu'on monte le personnel d'espace vert. On le sait aussi. Mais là, ils sont bien, là, parce qu'ils sont juste à côté des services techniques, donc ce sera facile. Pendant la pause du midi. J'espère que cette petite remarque sera dans le compte-rendu. Il n'y a pas trop d'espace vert et il n'y aura que très très peu de choses à entretenir. Donc la rétrocession donc de la 77, les Novae, qui vote contre, qui s'abstient? J'ai mis une réserve quand même, sans m'abstenir. Ça n'existe pas. Lotissement, les coteaux.
C'est vrai qu'on n'est pas, enfin, on ne pourrait ne pas reprendre, parce qu'on n'est pas obligé, hein, c'est un accord qui est négocié. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne reprenez pas? C'est important de le savoir parce que ça pourrait arriver un jour. C'est-à-dire que les habitants du quartier sont obligés de créer un syndic, d'accord, de se mettre d'accord pour gérer la voirie et le luminaire, avec le nombre de riverains qu'il y a là. Et donc ce qui se passe souvent, parce que les frais de voirie c'est quand même important, il faut de la réactivité, les propriétaires n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord, et donc tant qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'entretien. Et donc vous voyez des quartiers comme ça parfois, qui se dégradent. Donc c'est pour ça que la politique qu'on a, mais en effet ça a une conséquence, c'est que ça nécessite qu'on les entretienne, c'est de plutôt reprendre pour qu'on ait un niveau d'entretien en fait des voiries, de l'éclairage public, du mobilier urbain, qui soit équivalent sur l'ensemble de la commune. Parce qu'en effet les 10 premières années, ça se passe bien, mais c'est au bout de 10 ans où vous voyez des quartiers, on en a, je pense qu'on a la hausse, un Sainte-Anne, c'est pas rétrocédé, je crois pas, je sais plus. Il y a des quartiers comme ça, on y va, ouais. Maintenant, à une époque, c'était pas rétrocédé à la commune, ouais. Et en fait, on avait vu, enfin, si vous n'avez pas de rétrocession, de toute façon, vous voyez un quartier qui se fonce. Donc c'est aussi pour ça qu'à Châteaubourg, il y a une taxe d'aménagement qui est relativement élevée aussi. Enfin, il faut se le dire, hein. Ça permet, en effet, de par la participation aussi, de participer à financer une partie de tout ça. Et c'est pour ça que c'est pas déconnant non plus d'avoir une taxe foncière qui soit au moins dans la moyenne de ce qui se passe sur des villes qui nous sont comparables juste à côté. Délibération 78, donc convention de rétrocession, coteau de la Grenouillère, qui vote contre, qui s'abstient. Et délibération 79, impasse du Sauroy, qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. On arrive au DIA. Oui, 3 DIA seulement, donc aujourd'hui. Donc DIA 2022-06, il s'agit d'une habitation, donc section AD numéro 80 au 7, rue de la Brunelière. On a une parcelle de 525 mètres carrés. Pas de préemption. La 2022-07, il s'agit d'une habitation au 55 boulevard de la Liberté. Une parcelle de 635 mètres carrés, pas de préemption non plus. Et puis un terrain à bâtir pour la 2022-08 qui se trouve à La Haye-Fontenay. Une parcelle de 12 151 mètres carrés. C'est grand, mais pas de préemption non plus. Tout à fait. Donc c'est une extension d'entreprise qui est juste à côté. L'entreprise Chanson, qui est située ici, et donc qui a un projet. Ils sont constructeurs du TP. Voilà. Non, parce que l'étang n'est pas dedans. Enfin, il n'est pas constructible. Donc en fait, ils achètent tout, mais tout n'est pas constructible sur l'ensemble de la parcelle. Des questions? Non, très bien. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Daniel Deville pour la délibération 81. La clé des champs. Tu veux que je la prenne? Bon, je la prends, allez, je l'ai sous les yeux. Vous savez que dans la période électorale, parfois, les candidats organisent des réunions publiques. Donc à Châteaubourg, il avait été décidé que ces réunions publiques étaient gratuites dans les salles type la Goulgatière, Henri Grouès, la salle du Conseil par exemple, la salle de la Maison de l'Enfance. Et donc la clé des champs, donc vous savez qu'on est en contexte sanitaire, que parfois s'il y a une réunion publique où il peut y avoir beaucoup de monde, on peut avoir besoin d'une plus grande salle. Et donc la commission s'est réunie pour fixer un tarif pour la location de 150 € pour la demi-journée ou pour la soirée. Pour la demi-journée ou la soirée. Dans le cadre uniquement de cette période électorale de 9 mois avant le premier tour du scrutin concerné. Voilà. Des questions ? Très bien, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et un additif, c'est pour Hubert, secteur ancienne gendarmerie, cession d'une maison 69 rue de Paris.
Oui, la maison qui est à côté effectivement de l'ancienne gendarmerie, on en avait déjà évoqué le sujet. Je sais pas, on va peut-être avoir un petit visuel en tous les cas. Donc 69 rue de Paris qui appartient donc à la commune, hein, sur une emprise de 270 mètres carrés. On avait déjà eu le visuel, on avait présenté même la maison. Donc je pense que tout le monde voit bien. Je pense que celle-là, tout le monde voit de quoi on parle. On n'est pas mécontent effectivement de s'en débarrasser notamment. Et considérant donc la demande du conseil départemental d'agrandir donc le centre des MNA, le dit immeuble n'est pas susceptible donc d'être affecté utilement à un service public communal et que dans ces conditions, il y a lieu effectivement de procéder à son aliénation. Ouais. Donc l'estimation de la valeur vénale du bien établi par le service des domaines en date du 10 novembre, donc établi à 35 000 € avec une marge de négociation de 10%. Et suite à la présentation de ce sujet en commission service technique urbanisme travaux du 30 novembre 2021 et en commission mixte les 7 décembre 2021 et 11 janvier 2022, il est donc proposé au conseil municipal de décider de la vente de ce bâtiment du 69 rue de Paris à Châteaubourg au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, de fixer le prix de vente à 35 000 € hors taxe. D'autoriser, bien sûr, monsieur le maire, à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de ces immeubles par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT et dont l'acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun. Merci. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et une dernière délibération, mais importante, un nouvel additif. Je passe la parole à Daniel Cochery. Oui, c'est la garderie des écoles publiques. Une expérimentation est en cours, va être en cours, d'une gratuité de la garderie du matin, dans l'objectif d'étudier des solutions pour fluidifier le trafic routier dans Châteaubourg. Il est envisagé d'expérimenter la gratuité de la garderie du matin dans les écoles publiques à compter du 25 avril, c'est-à-dire après les vacances de Pâques, jusqu'au 7 juillet, les grandes vacances. Cette gratuité est soumise à une inscription préalable de chaque enfant par sa famille sur le portail famille. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que les familles s'inscrivent quand même, parce qu'il faut qu'on prévoie le personnel. Dans les délais et conditions mentionnés dans le règlement intérieur des temps périscolaires en application. Dans l'éventualité où un ou des enfants seraient présents en garderie du matin sans inscription préalable, ou que la famille inscrirait un ou des enfants mais qu'ils seraient absents, sans justificatif, la famille de cet enfant se verrait facturer 0,75 € par présence ou absence et par enfant. Est-ce que j'ai été clair? Il faut absolument que les parents inscrivent leurs enfants pour avoir droit à la gratuité, en clair. Voilà, comme c'est le cas aujourd'hui, mais sauf que c'est payant. Mais on souhaite vraiment qu'il y ait les inscriptions parce que le risque, c'est qu'on n'ait pas le personnel suffisant pour encadrer le nombre d'enfants. Donc on doit quand même, ou qu'on en ait trop, qu'on ait trop de personnel pour pas assez d'enfants. Donc il faut qu'il y ait une inscription. Voilà. Donc il s'agit bien d'une expérimentation oui, jusqu'à la fin de l'année scolaire, entre les vacances. Donc nous, on est dans notre démarche. On a dit qu'on allait tester toutes les solutions alternatives possibles au contournement. Donc nous, on avance. Maintenant, j'espère que de son côté, le département avancera aussi dans la poursuite des études du contournement. Voilà, nous on joue le jeu, on y va, on fait nos pistes cyclables, on teste les solutions alternatives, on fait un parking vélo sécurisé, on soutient Klaxit pour développer le covoiturage, on a recréé 5 parkings d'aires de covoiturage un peu partout. Donc voilà, on teste tout ce qu'on peut tester et on va continuer, aller jusqu'au bout, mais maintenant il faut que de l'autre côté, les études du contournement aussi se poursuivent, donnant. C'est ce que j'espère, on verra bien. Mais voilà, donc j'invite, on va voir, ça va être vraiment, puisque on a l'association Agitateur qui avait proposé cette solution, on va voir si en effet c'est bénéfique, si ça a un impact, si les parents, s'il y a ce qu'on appelle l'élasticité prix au service, est-ce que le fait de baisser le prix d'un service fait qu'on augmente le nombre d'adhésion, ce qui éviterait d'avoir tout le monde à la même heure. Maintenant, voilà, on sera aussi limité à un moment donné. Si jamais ça avait un succès énorme, c'est qu'il faudra trouver le personnel pour. Et vous savez la difficulté aujourd'hui de recruter, notamment si c'est pour que 3/4 d'heure le matin ou 1 heure le matin. Voilà, donc ça va être toute notre difficulté. Donc on va essayer, on va expérimenter, on va faire du mieux qu'on peut. Mais la difficulté, c'est de trouver après le personnel compétent, adapté et qui accepte de venir
que pour 1 heure le matin. Bon. Donc, mais bon, voilà. Au moins, on tente l'expérimentation, on prend et on fait notre part. Et j'aime bien le titre de la délibération, solution alternative au contournement routier. Donc, c'est tout à fait ça. Pour votre information totale et complète, sachez qu'un mois est facturé. Enfin, alors, j'ai l'école Charles de Gaulle et l'école du Plessis. Je me suis rapproché de Julie Capdebon, qui est elle responsable de la facturation. Ça coûte 412 € par mois pour une école et 499 € par mois. En clair, 911 € par mois de manque à gagner. Donc voilà, si ça doit être généralisé, hein, vous voyez, 900. Bon, allez, on va arrondir à 1000 Ouais. sur 10 mois. C'est 10 000 € de recettes à peu près sur l'année. D'accord. D'autres questions? Avec le même nombre d'enfants inscrits actuellement. Oui, j'ai 130, ça impacte 130 élèves. Très bien. Aujourd'hui. Suite à la présentation du sujet aux membres de la commission du... Ah bah c'est bon, on vote. Hein. Ah. Ouais, on vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et donc on en a fini avec l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des événements à annoncer? Réfléchissons. Non. Bon, ça va arriver, mais pas tout de suite. Oui, Bruno. Attention, je parle. Du coup, j'ai une petite question. Est-ce que, suite à l'interdiction du passage des poids lourds dans le Châteaubourg, on a déjà un premier retour des résultats? J'ai pas de premier retour parce que c'est tout récent. On n'a pas commencé la verbalisation puisqu'on laisse quelques semaines. Là, on a préparé un courrier à l'attention de tous les logisticiens. Il est parti, voilà. On a eu un premier contact aussi avec une société qui met à jour les GPS. Voilà, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de chauffeurs, ils ne regardent même plus les panneaux. Ils suivent le GPS et ils suivent. Donc, on a eu un premier contact. Donc, on va essayer de voir aussi voilà, quels sont les interlocuteurs pour que les GPS, notamment les GPS routiers, c'est des GPS spécifiques, je ne connais pas bien le système, changent tout ça. Moi, j'étais sur le marché pour tracter pour une autre casquette vendredi matin et des gens me disent déjà qu'ils voient quand même que le matin il y a quand même moins de camions à passer, donc voilà, faut laisser un petit peu de temps, mais nous on a vu, moi j'ai vu déjà plusieurs camions faire demi-tour au niveau des vergers là. On a pas mal de coups de téléphone en mairie, à la fois des logisticiens, alors c'est vrai qu'il y aura des petits ajustements, enfin. En effet, il y a des gens, par exemple, qui font de la livraison de fuel sur le bassin. Bon, leur faire tout le tour pour aller livrer Domanier. Bon, voilà, il faudra qu'on ajuste peut-être à un moment donné, catégorie par catégorie. Mais en tout cas, le bouche à oreille fonctionne plutôt bien. Donc là, le courrier nous part aux logisticiens du territoire. Donc ça va permettre déjà eux qui redescendent l'information à tous les chauffeurs, parce qu'il faut vraiment que tous les chauffeurs soient au courant. Mais non, ça a l'air de commencer à faire son petit effet, donc tant mieux. C'est fait pour. L'amende n'est pas très élevée. Voilà, on va pas la dire parce qu'elle n'est pas significative, je pense pas. 75 centimes, comme ça. Ouais, c'est pas ça qui fera changer, je pense. Bon, voilà. On va laisser un peu de temps à tout le monde de s'adapter, mais déjà, je pense qu'on voit déjà un peu les effets. Enfin, moi, en tout cas, c'est les premiers retours que j'ai de vendredi dernier sur le marché, donc à suivre. Ok, merci. Et le département nous a réécrit aujourd'hui pour nous dire qu'ils sont opposés à cet arrêté, mais nous maintenons quand même, c'est une solution alternative. Non, c'est la police du maire, donc dans l'agglomération, c'est la police du maire qui s'applique. Oui. Romain, ton micro, s'il te plaît. Tu es enregistré. Oui. Non, moi j'avais une question, s'il était possible de remettre un panneau au niveau du rond-point, parce que on parlait de voirie tout à l'heure justement. Tous les camions qui vont faire demi-tour devant la Ciable, là, ils vont arracher le bitume au bout d'un moment. Et sachant qu'il y en a, ils attendent même pas d'être là, ils tournent au petit rond-point de la gare. Donc en fait, ils restent bloqués au milieu, et du coup, ça bouge tout. Tout à fait. Non, j'ai pris note en effet d'un panneau au niveau de la rue Fabien Burel pour pas qu'ils s'engagent dans cette voie-là. Mais on va avoir des ajustements. Bon, là, on sait que c'est le début, donc on regarde un petit peu comment ça réagit, comment ça se passe, et puis on réajustera la signalétique
pour la rendre plus visible s'il faut à certains endroits. Ouais, route de la Boissière. Voilà. Mais il y a, dans le courrier du département, le département va aussi du coup s'adapter et modifier en fait certaines signalétiques qui sont des signalétiques départementales. Oui. Mais non, mais c'est avant. C'est avant la Boissière. Mais voilà, il y a des signalétiques départementales qui devront être adaptées aussi au niveau de Vitré, au niveau de Saint-Jean, au niveau de la Boissière. Voilà. Donc voilà, ils vont regarder tout ça, puisque nous maintenons notre arrêté. Oui, Eric. Il y a un panneau qui est pas loin de la place de la gare, un panneau récent là, avec un plan de la ville. Oui. Et de l'autre côté, il est vierge. Tout à fait. C'est remonté en commission. Qu'est-ce qui est prévu de mettre comme type de... Voilà. Non, ça doit être, je sais pas, ça va être choisi en commission. J'ai regardé ce qui se faisait dans le coin. Ouais. Il y a des panneaux où on voit à l'échelle du canton un peu plus grand, les zones touristiques, les temps de ceci, cela. Bon. Commission communication. D'accord. Comme une. C'est bon, Bruno? J'ai encore une question mobilité. Oui. Suite aux décisions départementales. Est-ce que il a été vu avec la SNCF ou la région le fait de multiplier les trains, notamment le week-end ou en journée, pour essayer de désengorger justement notre réseau routier et celui de Rennes? Parce que l'après-midi, par exemple, si on veut aller samedi après-midi à Rennes, on peut y aller le matin à midi, mais il faut avoir envie de revenir avant déjà, il faut pas avoir envie de revenir avant 18h et pas après 20h. Donc est-ce qu'il y a une discussion qui est ouverte entre le département et la région pour multiplier les trains, pour essayer de faire un réseau de pseudo-RER ou rien? Pas de solution proposée? Si, c'est ce que j'ai dit. Je dis, moi, je fais ma part des solutions alternatives. Maintenant, il faut que les autres, que ce soit la région ou le département, fassent sa part aussi. Donc, on pousse, en effet. Au moins le matin aussi, sur les allers-retours travail. Moi, je pense qu'il manque un train peut-être le matin et un train le soir. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, techniquement, je maîtrise pas le dossier complètement, mais il y a un problème d'engorgement à la gare de Rennes aujourd'hui sur le nombre de quais. Et donc, pour l'instant, en fait, ils cherchent. Je ne veux pas rentrer dans la solution technique, et puis c'est Rennes Métropole, c'est pas moi, mais il y a même des élus de Rennes Métropole, je crois que c'est les élus communistes d'ailleurs, qui ont proposé de faire une deuxième gare à Rennes, parce qu'aujourd'hui en fait c'est un problème d'engorgement à un moment donné des quais aux heures de pointe sur la gare de Rennes, donc il y a plusieurs réflexions en cours, mais tant que cette solution-là n'est pas trouvée, en fait c'est difficile d'amener en fait plus de trains. Mais tu peux écrire. Mais voilà. Donc j'ai déjà écrit à la région pour me plaindre des emplacements vélos qui sont très peu nombreux par rapport à ceux de la région Pays de la Loire. J'ai pas eu de réponse, donc j'écris plus pour ne pas obtenir de réponse. Pour multiplier les trains, moi je l'ai écrit au mois d'octobre, j'ai eu une réponse juste avant Noël me disant que la phase de concertation était terminée. Bon, voilà. Donc bon, ça nous dépasse, mais voilà, ça fait partie des solutions alternatives au contournement routier. Donc chacun doit faire sa part, ou sinon il faut faire un contournement. Je lâche pas, je suis têtu, mais c'est comme ça, c'est mon caractère. Très bien, écoutez, si pas d'autres questions, merci beaucoup, bonne soirée à toutes et tous.